Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée au développement d'un jeu en JavaScript pur, sans aucune librairie externe. Si vous n'avez pas vu la première vidéo consacrée au développement d'un clone de Nibbler, je vous engage fortement à la regarder car j'y aborde des notions de base que je ne reprendrai pas ici, ou alors un peu histoire de ne pas larguer tout le monde. Cette fois-ci, nous allons nous attaquer au développement d'un clone du jeu Yoshi, sorti sur NES et Game Boy en 1991. Comme pour la première vidéo, le but n'est pas de faire mieux, mais il est surtout question de se perfectionner au développement JavaScript. Dans ce jeu, le joueur contrôle un cochon, en bas de l'écran, avec les flèches du clavier. En appuyant sur la flèche haute, le cochon inverse 2 colonnes. Le but est de marier les boules de couleur 2 par 2 verticalement, ou de les faire disparaître entre 2 coquilles d'œufs. Toutes les minutes, le niveau de difficulté augmente et les boules tombent de plus en plus vite. Afin d'améliorer l'aspect graphique, j'ai aussi ajouté 4 thèmes que le joueur peut sélectionner ici. Bien, les bases sont posées, démarrons le développement. Comme pour Nibbler, le jeu se compose d'un fichier HTML, d'un fichier JavaScript contenant tout le code du jeu, et d'un répertoire images contenant l'image de fond de la page HTML, l'image de fond du jeu, et enfin, le fichier des sprites. Ce fameux fichier des sprites contient les différentes images des différents thèmes, le cochon recto verso, et enfin les chiffres qui servent à afficher le score. C'est vraiment minimaliste, encore une fois le but de cette vidéo est de montrer les bases du développement d'un jeu et non de monter une usine à gaz. La page HTML est elle aussi quasi identique à Nibbler, avec l'image de fond en background auquel vient se superposer notre canvas appelé ici Teshu, qui servira de support au jeu. On n'oublie pas le lien vers le fichier script.js qui contient tout le code du jeu. Ce fameux script.js commence par le chargement des 2 images au format PNG que je place dans 2 variables fond et sprite. J'initialise ensuite des variables globales que j'expliquerai au fur et à mesure des besoins dans le script. Je récupère ensuite le canvas que j'ai placé dans le fichier HTML et c'est grâce à cette variable ctx, pour contexte, que je vais pouvoir dessiner dans ma page web. Lorsque le fichier des sprites est fini de charger, je lance l'initialisation du jeu, mais j'y reviendrai juste après. Par la suite, j'ai déclaré un certain nombre de fonctions utilitaires dont je me sers tout au long du script. La dernière fois, dans le jeu Nibbler, j'étais passé un peu vite sur ces fonctions, mais je souhaitais revenir dessus. Il y a tout d'abord les fonctions de capture des événements clavier et souris, qui sont fondamentales pour l'interaction avec le joueur. Je déclare d'abord des variables qui me servent à connaître l'état des touches du clavier, enfoncé ou non, l'état des boutons de la souris et sa position. La fonction keyDownListener sera appelée lorsqu'une touche du clavier est enfoncée, et keyUpListener lorsqu'une touche est relâchée. À chaque fois, je note son état dans le tableau keyPraces. Je fais la même chose pour les clics de souris, sauf que je stocke aussi sa position lorsque l'utilisateur clique sur un bouton. J'utilise pour cela la fonction getMousePos, dans laquelle je capture la position dans le canvas uniquement. Les 3 fonctions suivantes servent à créer des enregistrements de tableaux de type structure, idéal pour stocker les coordonnées XY d'un objet par exemple. La fonction createArray me sert à créer n'importe quel tableau à n dimensions. Un tableau à 2 dimensions sera par exemple utile pour stocker les emplacements de toutes les boules et objets dans le plateau de jeu. getRandom est une fonction qui retourne un nombre aléatoire entre min et max inclus. La fonction pad prend en paramètre un nombre et retourne sous forme de chaîne de caractères avec des zéros initiaux. Cela servira à l'affichage du score par exemple. getPixel sert à retourner la couleur d'un pixel situé à des coordonnées XY dans Canvas, et enfin les fonctions getTimeSecond et getTimeMilli retournent respectivement l'heure actuelle en secondes et en millisecondes. C'est très utile pour synchroniser l'affichage des objets. Voilà, c'est tout pour les fonctions génériques, je les compléterai sûrement au fur et à mesure de futurs développements. J'arrive maintenant à la fonction init, qui comme son nom l'indique, sert à initialiser toutes les variables ainsi que notre plateau de jeu. Je mets le score à 0 et je vide le plateau de jeu qui s'appelle level_Teshu. Cette variable, j'y ferai référence très souvent puisqu'elle contient l'emplacement de chaque objet. Les 2 variables suivantes sont elles aussi très importantes. Comme vous l'avez vu, sur le plateau de jeu, 2 boules tombent simultanément et 2 sont en attente en haut de l'écran. Celles qui tombent sont stockées dans la variable en cours et celles qui attendent dans la variable next. Le traitement suivant sert à réaliser un premier tirage au sort pour savoir s'il s'agira de boules ou de coquilles d'œufs. Je réalise le même traitement pour les 2 variables, en m'assurant bien que les 2 boules ne soient pas tirées au sort au même endroit. J'initialise ensuite quelques variables globales et je définis l'emplacement de mes sprites dans le fichier stchu.png.
Je ne vais pas réexpliquer cette partie, je vous invite à revoir la vidéo Nibbler où j'explique en détail ce processus. Ce qu'il faut retenir, c'est que la variable numRect contient l'emplacement des chiffres bleus, TSHURect contient l'emplacement des différents éléments de décor, et enfin SelectTSHU contient l'emplacement des sprites du cochon. J'ajoute ensuite mes Event Listeners qui captureront les événements clavier et souris, et je lance l'affichage du rendu du jeu grâce à la fonction RequestAnimationFrame. Cette fonction rendu jeu, c'est elle qui va être appelée X fois par seconde et qui va afficher le plateau de jeu. La voici en détail. Tout d'abord, je vérifie si le joueur n'a pas cliqué sur les boutons de sélection du thème en bas à droite. Cette variable heure-touche me sert à vérifier qu'il s'est bien passé au moins 100 millisecondes depuis le dernier clic souris. Sans cela, un simple clic souris provoquerait un changement du thème des centaines de fois par seconde. Grâce à la position de la souris, je suis en mesure de savoir où l'utilisateur a cliqué sur les flèches de sélection du thème, et d'en changer en n'oubliant pas de modifier la position des blocs de sprite dans TSHURect. La première chose à faire pour l'affichage, c'est de tout effacer en copiant l'image de fond ici. J'affiche ensuite le plateau et je gère la dynamique du jeu à l'aide de ces fonctions que nous détaillerons par la suite. Je gère ensuite les événements clavier, flèche bas pour accélérer le défilement des pièces, flèche gauche et droite pour déplacer le cochon qui se trouve en position Select X, et enfin la flèche haut pour inverser deux colonnes lorsque c'est possible. Pour savoir si c'est possible, j'appelle une fonction OkSwap, qui retourne vrai lorsque l'échange est possible, ou faux lorsqu'une boule qui descend bloque le passage par exemple. Si la fin de partie est atteinte, car les boules sont bloquées en haut de l'écran, j'affiche le score final et un message incitant le joueur à rafraîchir la page afin de relancer le jeu. Oui, c'est un peu en mode feignant, j'aurais pu créer un bouton pour relancer le jeu, mais encore une fois, je ne voulais pas alourdir le code. Si le jeu n'est pas fini, je lance un nouvel affichage du jeu toutes les FPS fois par seconde. La fonction affiche-TSHU n'est pas très compliquée, puisque je me contente d'afficher tous les éléments du jeu un par un, en commençant par les lignes vierges du haut et du bas de l'écran. J'affiche ensuite tout le plateau de jeu contenu dans la variable LevelTSHU. Je place les boules Next et les boules en cours, puis le cochon en bas de l'écran. Il me reste à afficher le niveau en cours, le score, le nombre d'œufs, et le nom du thème actuellement affiché. Pour terminer, la fonction descend-TSHU contient la gestion du jeu, ce qui se passe lorsque les boules descendent, les associations et la gestion des coquilles. Je commence par vérifier s'il s'est écoulé 1 minute depuis la dernière fois, auquel cas j'augmente la difficulté. Je calcule dans la variable TPS un délai avant que les boules ne descendent. Plus le niveau est élevé et plus ce temps est court. Je traite mes deux variables en cours correspondant aux boules ou coquilles qui descendent. Pour cela, je fais descendre cet objet, je contrôle si j'arrive en bas de plateau ou si j'ai rencontré un autre objet. Lorsqu'il s'agit de deux moitiés de coquille, j'appelle la fonction aval-TSHU qui réalise l'animation de l'œuf. Si les deux boules en cours sont arrivées en bas, next devient en cours, et je tire de nouveau au hasard les deux prochaines boules, exactement comme je l'ai fait dans la fonction init. Si toutefois ces boules ne peuvent plus descendre, je termine le jeu en mettant la variable je finis à true. Et voilà, mon script est terminé. J'ai volontairement simplifié ce code afin qu'il soit lisible et qu'il ne fasse pas des kilomètres. J'aurais pu rajouter des animations un peu partout, mais cela aurait sensiblement alourdi le code et aurait rendu sa lecture difficile. J'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas, sachez que je vous prépare d'autres vidéos sur des techniques de développement pour réaliser des opérations très courantes dans les jeux comme des calculs de trajectoire, la recherche de chemin optimal, etc. etc. En attendant, n'oubliez pas comme d'habitude, le pouce vers le haut et le lien pour s'abonner si ce n'est déjà fait.